tous et je suis vraiment heureux de retrouver le professeur Nizri. Vous êtes le président de la Ligue contre le cancer. Je suis Daniel Nizri, très heureux de vous retrouver ici sur le plateau de FHP Direct à l'ouverture ce 8 novembre de Sontexpo. Donc vous présidez depuis quelques semaines, après évidemment la disparition regrettée d'Axel Kahn, vous présidez la Ligue contre le cancer, mais vous étiez déjà très actif dans la Ligue contre le cancer, c'est cela? Oui, depuis que j'avais arrêté mes activités professionnelles, j'avais rejoint la Ligue au comité de Seine-Saint-Denis, dont je conserve la présidence, et Axel Kahn m'avait demandé de le rejoindre au bureau de la Ligue sur un certain nombre de sujets, dont la promotion de la santé. Vous êtes un cancérologue, vous êtes à la fois un oncologue médical, mais également un radiothérapeute. Vous avez été professeur de cancérologie à la Pitié-Salpêtrière, à la PHP. Oui, tout à fait, mais maintenant ça remonte à près de 15 ans, puisque entre-temps, j'ai rejoint le ministère chargé de la santé, d'abord auprès des cabinets ministériels, puis de l'inspection générale des affaires sociales. Oui, vous avez cette double culture, à la fois médicale, mais également, on peut le dire, administrative. J'ai tenté de continuer à m'occuper de la population et des patients sans stéthoscope, mais avec un autre mode de réflexion et d'action. Avec aujourd'hui une grande responsabilité, parce que d'abord, la Ligue, c'est une grande association. Alors c'est une grande association qui est maintenant plus que centenaire. C'est 103 comités qui assurent le travail au contact des populations sur le terrain et une union, un siège qui coordonne ces actions, qui facilite ces actions en donnant des moyens matériels, financiers, etc. Alors elle a été créée, vous me l'avez dit, en 1918. Quel était, dans le fond, de la part de ces promoteurs, qu'est-ce qui leur est apparu important au début du siècle, juste après la Grande Guerre, de structurer un mouvement pour le cancer? Je pense que beaucoup de choses, historiquement, je pense que beaucoup de choses ont changé après cette Grande Guerre dont vous rappelez la date, mais surtout les conséquences en termes de nombre de décès. Et je pense que dans l'idée des promoteurs, qui d'ailleurs n'avaient pas créé une ligue française, mais une ligue franco-américaine et britannique, au départ, c'était d'essayer d'accompagner les populations malades. À l'époque, on n'était pas encore sur la prévention, on n'était pas sur le soutien à la recherche, on était sur l'accompagnement de populations qui avaient déjà pendant 4 ans énormément souffert. Et il y a des ligues ou équivalents dans tous les pays, ou pays européens en tout cas? Absolument. Il y a des équivalents, ce n'est pas toujours selon le même modèle, mais nous avons des correspondants avec lesquels nous travaillons régulièrement, tant au niveau européen qu'au niveau international. Quelles sont les missions et la réalité de travail d'une institution comme la Ligue? En réalité, tout le monde connaît la Ligue, mais peut-être qu'on ne le connaît pas dans le détail. C'est très simple. Ce qui réunit tous les comités, tous les ligueurs qui sont adhérents de ces comités, c'est un objectif, c'est d'améliorer la situation des populations et des patients touchés par la maladie. Ceci s'organise autour de 4 grandes missions qui sont le soutien à la recherche, et la Ligue nationale contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche en cancérologie en France. C'est toutes les actions pour la promotion de la santé et des dépistages, prévention, dépistage. C'est l'action pour les personnes malades. Par exemple, le soutien aux soins de support, mais pas que, loin de là. Et enfin, une activité de remontée d'informations à partir des comités en direction des services du siège qui vont pouvoir construire des plaidoyers en direction des institutions, des politiques, pour arriver à porter un certain nombre de leurs revendications, de leurs attentes. Alors ce qui a été marquant dans notre pays, la France, ce sont les plans cancer. Alors, quand on observe les choses, on est peut-être différemment. Les plans cancer ont été très soutenus. C'était une initiative portée, je crois, en 1995 par le président Chirac notamment, mais en réalité poussée par de nombreux cancérologues dont vous étiez. Et aujourd'hui, on se dit que peut-être ce n'est plus un axe aussi fort des politiques de santé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, je pense que ça reste un objectif fort, mais décloisonné. Lorsque la Ligue a organisé les premiers états généraux des patients en 1998, Ça, c'était Pujol, votre prédécesseur, le absolument, professeur Henri Henri Pujol, ça a été une mise en évidence qu'un certain nombre de choses qui semblaient normales, en fait, ne l'étaient pas. C'est-à-dire tout l'accompagnement des personnes malades pendant leur parcours de santé et leur parcours de soins. C'est ce qui a motivé le chantier présidentiel de Jacques Chirac à partir de 2003, mais avec tout un travail en amont. 3 plans se sont succédés. Tous ceux d'entre nous qui se rappellent la situation avant les plans peuvent constater qu'il y a eu d'énormes changements. Alors, premièrement, bien sûr, comme toute stratégie en santé, elle n'a pas été mise en œuvre à 100%. Et surtout, il y a une hétérogénéité sur le territoire national, tant au niveau de certains territoires qu'au niveau de certaines populations. Donc, toutes les avancées, tout le monde n'en a pas profité de la même façon. Alors, il est normal, au bout d'un certain temps, qu'on essaye de raisonner d'une façon différente. Si vous le permettez, je vais vous donner un simple exemple. Parmi les choses qui se réfléchissent aujourd'hui, c'est la continuité du parcours de vie, de santé et de soins entre l'hôpital et la ville, entre la ville et l'hôpital. Les sujets qui concernent la population touchée par le cancer sont très proches des problèmes rencontrés par des personnes hospitalisées pour un accident vasculaire cérébral, une maladie neurodégénérative, un accident de la voie publique. Et donc il y a à peu près 80% de recoupement. Il est donc normal que la réflexion politique, les stratégies se définissent autour de la problématique et pas autour de l'affection. Daniel Nizri, est-ce que ça veut dire, si je vous écoute, qu'il n'y a plus de spécificité On a toujours dit que le cancer était peut-être même un modèle d'organisation. Alors, non seulement il reste une stratégie politique qui est la stratégie décennale en cancérologie présentée par le chef de l'État le 4 février 2021, qui en fait cherche à compléter ce qui a été fait par les 3 premiers plans et en même temps de servir, je ne sais pas comment dire, de locomotive pour un certain nombre d'ambitions qui ensuite, comme pour les premiers plans cancer, sera vraisemblablement décliné sur les autres pathologies. Donnez-nous 2 ou 3 repères pour celles et ceux qui ne sont pas des spécialistes sur les missions, enfin en tout cas les orientations de ce plan décennal. Alors c'est un soutien très accentué sur la recherche. C'est également tout ce qui concerne l'action pour les personnes malades. Il y a de grands sujets justement sur ces parcours de santé et de soins entre la ville et l'hôpital. Et ceci se coordonne avec ce qui se met avec la contribution de la Ligue, mais qui se met en place sur les territoires, comme les dispositifs d'appui à la coordination et les communautés professionnelles de territoire de santé. Tout ceci dans l'optique de faire de chacun de nos patients, comment pourrais-je dire ça, un VIP. L'un des constats que nous faisons tous, c'est que beaucoup d'entre nous sommes des privilégiés lorsque malheureusement nous sommes touchés par la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ce n'est pas le cas de tout le monde et souvent un certain nombre de personnes ne bénéficient pas de tout ce dont ils pourraient bénéficier. Ça peut aussi, en dehors du confort de vie, se traduire par des pertes de chance en termes d'efficacité des traitements et en termes de survie. Avec, en général, quand on interroge les patients, un souhait, un désir, quand la maladie frappe, d'être plutôt soigné à domicile et d'aller dans les établissements comme ici, dans les cliniques, à l'hôpital, dans les CHU ou dans les centres de lutte contre le cancer, mais y aller de temps en temps, c'est un peu ça l'idée, c'est effectivement d'aller vers l'ambulatoire, avec les limites que représente justement cette continuité des parcours entre l'hôpital et la ville. Et puis, soyons clairs, nous manquons de professionnels de santé capables d'accompagner ces patients, ces traitements qui sont souvent très compliqués. Nous manquons cruellement
généralistes, d'infirmiers, de kinés, etc. Donc dans le département dont je m'occupe principalement en Seine-Saint-Denis, c'est quelque chose qui est criant. Oui, comment vous le regardez, vous, de votre point de vue, là, de responsable d'association, avec inquiétude? Alors on le regarde avec inquiétude parce qu'en plus on dispose d'indicateurs qui nous montrent que la situation s'aggrave de trimestre en trimestre. Les élus nous alertent. Cela contribue au plaidoyer que nous portons à tous les niveaux possibles. Nous n'avons pas automatiquement de solution, sauf au travers de notre contribution au fonctionnement de ces dispositifs d'appui à la coordination dont je rappelais l'existence tout à l'heure et des CPTS, où là nous intervenons dans les bureaux et dans les conseils d'administration pour insister sur la nécessaire complémentarité de tous les acteurs, quels que soient les métiers et les secteurs d'activité. Alors, difficulté de diagnostic accrue, de repérage, de prise en charge, difficultés médico-sociales, et puis arrive le Covid. Et là, évidemment, la Ligue a beaucoup alerté sur les difficultés, les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, je voudrais quand même rappeler que dès le premier confinement, mon prédécesseur, Axel Kahn, avait alerté les pouvoirs publics déjà sur la déstabilisation psychologique des personnes suivies en cancérologie ou qui accompagnaient des personnes suivies. D'ailleurs, à cette occasion, il avait souhaité que plusieurs d'entre nous, anciens professionnels de santé, nous participions à la mise en place d'une ligne d'écoute qui a duré 2 mois et demi. On a recueilli plus de 800 appels qui nous ont permis d'avoir une idée un petit peu de la façon dont les personnes étaient déstabilisées par tous les changements induits par la gestion de la Covid. Par exemple, l'arrêt des dépistages, les modifications de protocoles thérapeutiques, où on remplaçait telle ou telle technique en raison des disponibilités des matériels et des soignants, les changements de professionnels de santé, voire de lieux de traitement. Tout ceci était sans doute inévitable, peut-être, mais compte tenu de la pression sur les différents professionnels, les populations avaient besoin d'explications supplémentaires. C'est ce que nous avons tenté de faire pendant ce premier confinement au travers de cette ligne d'écoute. Est-ce que vous avez l'impression que les professionnels de santé, hôpital, clinique, etc., ont repris un fonctionnement oui. normal? Ça s'est rattrapé? Est-ce que les retards ont été rattrapés? Apparemment, on pense que ça le sera fin 2021. Ça ne l'a pas été fin 2020, mais franchement, il y a eu une mobilisation de tous les acteurs sur le terrain pour rattraper les retards. Mais il y a quand même, je vais prendre un exemple pour être concret sur les dépistages. L'interruption pendant le premier confinement de l'envoi des lettres d'invitation a stoppé la dynamique sur le dépistage, en particulier le dépistage organisé du cancer du sein. Et comme cet arrêt n'a pas dépassé 3 mois, plusieurs publications montrent que l'impact n'est pas aussi important qu'on le craignait. Il a été évalué à la suite du deuxième confinement qui a été moins important. Fin 2020, il a été évalué à peu près à une baisse du recrutement pour les dépistages d'environ 7 à 10% maximum. Ça a l'air d'être peu et en réalité, j'insiste, pour certaines populations, ça a été beaucoup plus que ça. Effectivement, sur certains territoires, je parle là du dépistage du cancer du sein, un certain nombre de personnes utilisent le dépistage individuel, qui représente à peu près une dizaine de pourcents en plus. Donc le rattrapage a été plus facile. Sur certaines populations défavorisées, en milieu rural, en outre-mer, dans certains départements, je ne vais pas en permanence rappeler la Seine-Saint-Denis, mais les quartiers nord de Marseille, les quartiers nord de Nice, etc. On les connaît tous. Là, un rendez-vous reporté est très souvent un rendez-vous raté. Les personnes, il faut revenir faire du recrutement auprès d'elles pour les ramener dans le circuit du dépistage. Et alors, ce sera ma dernière question. Vous êtes également un militant de la nutrition.
Et c'est vrai que nutrition, environnement, toutes ces questions exogènes, environnementales, Open Health ou One Health, etc., ce sont des sujets qui intéressent les ligueurs, comme vous dites. Absolument. Alors à titre personnel, je m'y intéresse parce qu'avant de rejoindre Axel Kahn au bureau de la Ligue, j'avais accepté la présidence du 4e programme national nutrition santé, qui effectivement rajoute cette dimension santé globale, One Health. Et pour nous, c'est très important au niveau de la Ligue, pas seulement parce que je préside la Ligue, mais parce que la promotion de la santé au travers des changements de comportement nutritionnel, c'est-à-dire l'alimentation favorable à la santé et l'activité physique, c'est quelque chose de très important et ça nous permet en plus de nous positionner sur la priorité de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper des personnes un peu plus âgées. Je suis mal passé pour dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Mais disons que c'est plus important pour l'avenir de s'occuper des jeunes. Et franchement, je pense que là, on était écouté avec sympathie, mais maintenant on est écouté avec attention, puisque nul n'ignore que 40% des personnes qui malheureusement, en raison de la Covid, sont arrivées à l'hôpital, en soins intensifs, en réanimation, et dont certains sont malheureusement décédés, ils sont arrivés parce qu'ils portaient des comorbidités dont l'immense majorité sont un lien avec la malbouffe et la sédentarité. Voilà, merci d'être venu nous voir. On aura compris que vous présidez une jeune vieille dame, c'est ça? Oui, c'est ça. En tout bien, tout honneur, mais absolument. Merci, professeur Nizri.